Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur votre chaîne YouTube académique Canal BIA. La fin d'année approche et l'examen du BIA également. Pour vous aider dans vos révisions, nous vous proposons 3 sujets corrigés tombés en 2017, 2019 et 2020. C'est Mathilde Vidal, professeure de physique-chimie et formatrice BIA, qui vous propose ces corrections commentées. On vous souhaite de très bonnes révisions, on vous dit bonne chance pour l'examen et n'oubliez jamais la phrase de Saint-Exupéry, fais de ta vie un rêve et d'un rêve une réalité. Commençons par la partie 1 intitulée Météorologie et aérologie. Première question de cette première partie. J'arrive à l'aérodrome à 8 heures, heure locale, ce matin de novembre. Je constate que l'herbe est couverte de gouttelettes d'eau alors que les informations météo indiquent qu'aucune pluie n'a été observée pendant la nuit. Le phénomène observé est A. La gelée blanche, B. La rosée, C. Le brouillard ou D. La bruine. La bonne réponse est la réponse B. Il s'agit de la rosée. Question 2. J'arrive à l'aérodrome à 8 heures, heure locale, ce matin de novembre. Je constate que l'herbe est couverte de gouttelettes d'eau alors que les informations météo indiquent qu'aucune pluie n'a été observée pendant la nuit. Il est possible de conclure que, au cours de cette nuit, au voisinage du sol, A. Le taux d'humidité relative a atteint 100%, B. La température est passée en dessous de 0 degré, C. La pression a baissé en dessous de 1013 hectopascales, ou D. Le taux d'humidité relative a atteint 75%. La bonne réponse est la réponse A. Le taux d'humidité relative a atteint 100%. C'est le point de rosée. Le point de rosée est la température à laquelle doit être refroidi l'air pour que l'humidité relative atteigne 100%. Plus la température mesurée se rapproche du point de rosée, plus l'humidité relative augmente. Lorsque la température diminue et atteint le point de rosée, l'humidité relative est de 100%. On se retrouve à l'état de saturation. La condensation intervient. C'est là qu'apparaissent de fines gouttelettes d'eau sur l'herbe, par exemple, au niveau du sol. Question 3. Nous sommes dans les mêmes conditions et on se pose la question suivante. Est-ce que cette nuit, de la vapeur d'eau a subi un changement d'état qui se nomme A. Cristallisation, B. Évaporation, C. Condensation ou D. Sublimation? La bonne réponse est la réponse C, de la condensation. Pour rappeler les différents changements d'état, nous avons pris comme exemple ici la molécule d'eau. L'eau peut être à l'état solide, liquide ou gazeuse. Si elle passe de l'état glace, donc l'état solide, à l'état liquide, on appelle ça la fusion. De l'état liquide à l'état gazeux, on appelle ça la vaporisation. Et si elle passe directement de l'état glace à l'état gazeux sans passer par la phase liquide, il s'agit de la sublimation. Dans le sens inverse, de gazeux à solide, c'est ce qu'on appelle la condensation solide. De l'état gazeux à l'état liquide, c'est la condensation liquide ou encore la liquéfaction. Et de l'état liquide à l'état solide, il s'agit de la solidification. Question 4. Les instruments de mesure du vent en surface sont placés sur un pylône à 10 mètres. A. Pour échapper aux dégradations animales. B. Pour éviter les effets de la couche de frottement de surface. C. Pour être représentatif à l'échelle planétaire. Ou D. Pour donner une information à un moment clé de l'atterrissage. La bonne réponse est la réponse B. C'est pour éviter les effets de la couche de frottement de surface. Question 5. Sur une carte de pression, une ligne qui joint les points d'égale pression est nommée A. Une isotherme, B. Une isocline, C. Une isophys, D. Une isobare. La réponse ici est la réponse D. Une isobare. Pour mieux comprendre, ce qu'on va appeler une isotherme, c'est une courbe d'égale température. Une isocline, quant à elle, c'est un vocabulaire mathématique sur les équations. Une isophys, c'est un mot qui n'existe pas.
Et enfin, une isobare veut dire même pression. Marée barométrique désigne une zone où la pression varie peu, une zone ou un axe de basse pression, une zone ou un axe de haute pression, ou enfin une zone où le gradient de pression est très élevé. La réponse ici est la réponse A. Un marée barométrique désigne une zone où la pression varie peu. Pour mieux comprendre, voici quelques définitions en images. Sur ce schéma va apparaître ici un anticyclone. On voit que les lignes isobares augmentent puisqu'on passe de 1015 à 1020, 1025 et donc en son sommet, là où il y a la croix, on est dans une zone de haute pression appelée anticyclone. A l'inverse, au niveau de cette croix, on voit que les lignes isobares diminuent. On passe de 1010 à 1005, 1000 puis 995 hectopascales. Nous avons donc à cet endroit-là une zone de basse pression appelée dépression. Le Talweg est une vallée de basse pression, donc il va apparaître sur cette ligne en pointillé. Au contraire, une dorsale anticyclonique est une crête de haute pression, va donc partir de l'anticyclone et apparaître sur cette ligne ici en pointillé. Et enfin, le marée barométrique est une zone où la pression varie peu. Donc nous voyons ici qu'il y a très peu de lignes isobares, ce qui sous-entend que toute cette zone-là possède la même pression. Sur le schéma d'une perturbation présentée ci-dessous, le numéro qui correspond au secteur chaud est A1, B2, C3, D4. La réponse est la réponse C, le 3. Pour mieux comprendre, voici un schéma qui va vous aider. Sur le schéma précédent, le numéro 4 représentait la masse d'air froide, autrement dit le secteur froid. Au milieu, le numéro 3 est la masse d'air chaude, autrement dit le secteur chaud. Le déplacement est représenté ici par la grande flèche rouge sur le schéma. En 2, nous avons le front chaud et en 1, le corps. Question 8. Au niveau d'un front chaud, A. L'air chaud repousse l'air froid devant lui et passe au-dessus. B. L'air froid repousse l'air chaud devant lui et passe au-dessus. C. L'air froid repousse l'air chaud devant lui et passe au-dessous. Ou D. L'air chaud repousse l'air froid devant lui et passe au-dessus. La réponse ici est la réponse A. C'est l'air chaud qui repousse l'air froid devant lui et qui passe au-dessus. Comme par exemple ce schéma où nous avons en rose l'air chaud, en bleu l'air froid et on a une flèche ici qui nous indique que c'est bien l'air chaud qui va aller passer au-dessus de l'air froid, créant ce qu'on appelle un front chaud représenté par une ligne avec des demi-cercles rouges. Pour que le schéma soit un peu plus clair, voici une nouvelle illustration où on voit le sens de déplacement du front. Toute la partie à gauche correspond à l'air chaud, la partie en dessous à l'air froid, et on a bien l'air chaud qui passe au-dessus de l'air froid. Question 8. Si un observateur se place face au vent dans l'hémisphère nord, la dépression et l'anticyclone se situent de la manière suivante. A. L'anticyclone sur sa droite, dépression sur sa gauche. B. Anticyclone devant lui, dépression derrière lui. C. Anticyclone sur sa gauche, dépression sur sa droite. Et enfin D. Anticyclone derrière lui, dépression devant lui. La réponse ici est la réponse C. Il aura l'anticyclone sur sa gauche et la dépression sur sa droite. Petit rappel, le vent souffle des hautes pressions vers les basses pressions. Du fait de la rotation de la Terre, donc la force de Coriolis, le vent est dévié vers la droite dans l'hémisphère nord. C'est l'inverse bien sûr dans l'hémisphère sud. Ici, sur ce schéma, nous avons en L une zone dite de dépression où le vent va tourner dans le sens inverse des aiguilles d'une montre.
Au niveau de la lettre H, nous avons une zone anticyclone. Donc le vent tourne dans le sens des aiguilles d'une montre autour de cet anticyclone. Et nous voyons au niveau de la flèche noire le sens de circulation du vent entre la zone de dépression et anticyclone. Question 10. Le phénomène rentrant le plus souvent en jeu dans la formation des nuages est A. Le refroidissement d'une masse d'air humide. B. L'augmentation de la pression atmosphérique. C. Le réchauffement d'une masse d'air saturée. Ou D. L'assèchement d'une masse d'air humide. La réponse ici est la réponse A. Le refroidissement d'une masse d'air humide. En réalité, les nuages se forment quand il y a condensation de la vapeur d'eau, soit par rapport d'humidité, c'est-à-dire quand on a un maximum de vapeur d'eau pour saturer l'air, comme par exemple au-dessus d'un lac, soit par refroidissement, c'est-à-dire qu'on va avoir une diminution de la température ou de la pression, qu'on appellera une détente adiabatique. Question 11. Le préfixe des nuages dont la base est la plus élevée est A. Alto, B. Strato, C. Cirro ou enfin D. Cumulo. La réponse ici est la réponse C. Cirro. Pour ceux qui en doutent, voici une image où on a représenté les différents nuages à connaître. On voit apparaître des bases de nuages très élevées, au-delà de 6000 mètres d'altitude, dont le préfixe est cirro pour cirrocumulus ou cirro pour cirrostratus. Question 12. Le nuage figurant sur la photo ci-dessous est A. Un cumulonimbus, B. Un cumulus, C. Un stratus ou D. Un altocumulus. La réponse ici est la réponse B. Il s'agit d'un cumulus. On aurait pu le confondre avec un autre, mais là où il faut faire attention, c'est qu'on voit qu'il s'agit d'un nuage isolé à base plate et donc on ne peut plus le confondre avec par exemple l'altocumulus. Question 13. Le phénomène météorologique observé sur la photo ci-dessous est A. Du brouillard, B. Un orage, C. Un front chaud ou D. La convection. La bonne réponse ici est la réponse A. Du brouillard qui limite notre visibilité à moins d'1 km. Question 15. Les courants de vent puissants que l'on rencontre à très haute altitude sont nommés A. Les jet streams, B. Les jet lags, C. Les tornades ou D. Les rafales. La bonne réponse ici est la réponse A. Les jet streams, car à haute altitude, à la limite de la troposphère et vers 10 000 mètres, un vent très fort est appelé ainsi. Question 16. La brise de pente montante se forme en région A. Côtière et de jour, B. Côtière et de nuit, C. Montagneuse et de nuit, D. Montagneuse et de jour. La bonne réponse est la réponse D. Les brises de pente montante se forment en région montagneuse et de jour. En effet, de jour, l'air au contact des versants ensoleillés s'échauffe et s'élève le long des pentes. En s'élevant, l'air chauffé au contact des versants fait place à une dépression qui aspire l'air frais des vallées ou plaines environnantes. C'est la brise de vallée montante. Question 17. Sur la carte ci-dessous, la circulation du vent dénommée Mistral correspond à la flèche 1, 2, 3 ou 4. La bonne réponse est la réponse C, la 3. La flèche 1 correspond au vent d'OTAN, la flèche 2 à la tramontane, le 3 Mistral et la flèche 4 au Sirocco. Question 18. En pleine, dans les basses couches de l'atmosphère, les turbulences sont générées par A. L'onde, B. Les trous d'air, C. La convection ou D. Le brouillard. La bonne réponse est la réponse C.
la convection. Voici un schéma qui va vous permettre de vous remémorer les effets de l'air chauffé au niveau du sol, des mouvements d'air chaud et froid liés à la convection. Question 19. Le principal danger induit par le brouillard sur le vol est A. La formation de givrage possible en toute saison, B. La turbulence associée, C. La diminution de la visibilité et D. Le risque de foudroiement. La bonne réponse est la réponse C. La diminution de la visibilité puisque celle-ci est bien inférieure à 1 km. Question 20, c'est la dernière question de cette première partie. Parmi les éléments suivants, une conséquence possible du givrage est A. Le gain d'altitude, B. L'altération des profils aérodynamiques, C. L'amélioration des performances de l'aéronef ou D. La diminution de la traînée. La bonne réponse ici est la réponse B. L'altération des profils aérodynamiques. En illustration, voici une image des conséquences possibles du givrage sur l'aile d'un aéronef. Partie numéro 2, celle-ci concerne l'aérodynamique, l'aérostatique et les principes de vol. Elle comporte également 20 questions. Première question de cette deuxième partie. La résistance de l'air sur un corps A dépend de la surface du corps, B s'exprime en kilogrammes, C ne dépend pas de la surface du corps ou D est proportionnel au carré de la surface du corps. La bonne réponse est la réponse A, dépend de la surface du corps. Question 2. En montée rectiligne uniforme, la portance est A, inférieure au poids, B, égale à la traînée, C, supérieure au poids ou D, égale au poids. La bonne réponse est la réponse A, la portance est inférieure au poids. En effet, en régime de montée stabilisée, le principe d'inertie, où la somme des forces égale 0, est maintenu. En montée, il faut tirer sur le manche pour mettre l'avion encabré, mais il faut aussi augmenter la puissance du moteur pour compenser la diminution de la vitesse du fait que la traction doit compenser la traînée et la composante du poids sur l'axe de la trajectoire. Question 3. Le décrochage se poursuit toujours A. À la même incidence, B. À la même inclinaison, C. À la même vitesse ou D. En cas de panne moteur. La bonne réponse est la réponse A. À la même incidence. Car si on incline l'aile au-delà d'un certain angle, donc d'incidence environ égale à 18 degrés, l'écoulement de l'air devient tourbillonnaire sur l'extrado car les filets n'ont plus suffisamment d'énergie pour coller au profil de l'aile. Il en résulte une diminution rapide et importante de la portance. C'est le décrochage qui se traduit par un enfoncement de l'avion ou un basculement de l'avion vers l'avant et éventuellement sur le côté si une aile décroche en premier. Question 4. Sur le profil d'aile ci-dessous, l'intrado est représenté par la lettre A, B, C ou D. La bonne réponse est la réponse D. L'intrado est au niveau de la lettre D, alors que le A représente le bord d'attaque, le B l'extrado et le C le bord de fuite. Question 5. Pour orienter l'avion autour de l'axe de tangage, il faut un déplacement A de la gouverne de profondeur commandée par le palonnier, B de la gouverne de profondeur commandée par le manche, C des ailerons commandés par le manche ou D des ailerons commandés par le palonnier. La bonne réponse est la réponse B. Il faut un déplacement de la gouverne de profondeur commandée par le manche. Rappelons ici les différentes commandes permettant d'orienter l'avion autour de chacun de ces trois axes. Si je veux orienter l'avion autour de l'axe Z, l'axe des lacets, je dois créer un déplacement de la gouverne de direction actionnée par le palonnier. Si je souhaite orienter l'avion autour de l'axe X, l'axe de roulis, je dois créer un déplacement des ailerons actionnés par le manche.
Et si je veux orienter l'avion autour de l'axe Y, l'axe de tangage, je dois créer un déplacement de la gouverne de profondeur actionnée par le manche, mais cette fois-ci d'avant en arrière, contrairement à l'axe de roulis où le manche va s'orienter de gauche à droite. Question 6. En montée rectiligne à vitesse constante, A. Le facteur de charge est inférieur à 1. B. Le facteur de charge est égal à 1. C. La portance est supérieure au poids. Ou D. La portance est inférieure au poids. La bonne réponse est la réponse D. La portance est inférieure au poids. Pour mieux comprendre la réponse à cette question, je vous propose deux schémas dont le vol en palier et le vol en montée. Dans ces deux situations, comme nous sommes en mouvement rectiligne uniforme, le principe d'inertie s'applique, donc la somme des forces doit être égale à 0. Sauf que lorsqu'on est en montée, c'est pas le poids qui compense la portance, mais la composante du poids. On a bien la portance qui est inférieure au poids. Question 7. En montée, le pilote d'avion affiche la pleine puissance pour augmenter la vitesse indiquée. Le pilote A diminue l'assiette en poussant sur le manche. B diminue l'assiette en tirant sur le manche. C augmente l'assiette en poussant sur le manche. Ou D augmente l'assiette en tirant sur le manche. La bonne réponse est la réponse A. Il diminue l'assiette en poussant sur le manche. En réalité, en montée, la composante verticale vers le haut de la traction vient en appui de la portance. Donc la portance aérodynamique est inférieure à la portance en palier et donc au poids, comme on a vu sur la réponse précédente. En conséquence, dans cette phase de vol, le facteur de charge est inférieur à 1. En diminuant l'assiette, on augmente la portance. Donc comme on augmente la portance aérodynamique, ça va augmenter la vitesse. Donc pour diminuer l'assiette, il faut pousser sur le manche. Question 8. En vol en palier, en cas de diminution de vitesse, pour maintenir une altitude constante, le pilote doit A. Faire varier l'assiette à cabrer. B. Faire varier l'assiette à piquer. C. Ne rien faire. Ou D. Apporter une incidence supérieure à l'assiette. La bonne réponse est la réponse A, faire varier l'assiette à cabrer. Regardons de plus près la formule de la portance. Ici, si je veux conserver la portance alors que la vitesse diminue, je ne vais pas pouvoir jouer sur le facteur ρ ni sur la surface. Il va donc falloir augmenter directement le coefficient de portance, le CZ. Mais pour augmenter ce coefficient de portance, il faut jouer sur l'incidence. Si jamais vous avez un doute, n'hésitez pas à aller consulter l'émission concernant la polaire. Question 9. La position du centre de gravité d'un avion a un effet important sur la stabilité et la maniabilité de l'avion. Un centrage avant rend l'avion A. Maniable mais moins stable autour de l'axe de tangage. B. Maniable et stable autour de l'axe de tangage. C. Peu maniable et moins stable autour de l'axe de tangage, ou D, peu maniable et moins stable autour de l'axe de tangage. La bonne réponse est la réponse D, il sera peu maniable mais stable autour de l'axe de tangage. Il faut savoir que plus le centre de gravité est en avant du foyer, ce qu'on appelle un centrage avant, plus l'avion est stable, mais moins il est maniable, c'est-à-dire qu'il réagit plus lentement aux commandes, et moins il est manœuvrable, c'est-à-dire que les efforts aux manches vont être plus importants. Donc je vous propose ici un tableau reprenant les zones de plage avant ou zones de plage arrière qui influent sur la stabilité, manœuvrabilité, traînée ou consommation de l'avion. Question 10. Pour un avion léger, le décrochage se produit A. Toujours à la même vitesse, B. Toujours à la même incidence, C. Quand la masse de l'aéronef diminue, ou D. Quand le facteur de charge diminue. La bonne réponse est la réponse B. Le décrochage se produit toujours à la même incidence. Voici un rappel sur la polaire d'un profil.
Donc, lorsque l'incidence atteint une certaine valeur, le champ de dépression sur l'extrado diminue brutalement, alors qu'à l'intrado, il y a peu d'évolution. On atteint à ce moment-là ce qu'on appelle l'incidence de décrochage. L'incidence de décrochage sur la polaire est située entre le point C et le point D, puisqu'au point D, on a une perte de portance. Question 11. En virage en palier, le facteur de charge augmente avec A. La masse de l'avion, B. L'altitude, C. L'inclinaison ou D. La vitesse. La bonne réponse est la réponse C. Il augmente avec l'inclinaison. On rappelle ici que le facteur de charge, c'est le rapport entre le poids apparent et le poids réel qui sont représentés par P et PA sur le schéma. Ces deux forces forment un angle alpha qu'on appelle l'inclinaison. Le facteur de charge équivaut à 1 sur cosinus alpha, donc il dépend bien de l'inclinaison. Question 12. La photo ci-dessous indique A. Un virage à droite glissé qui nécessite une action sur le palonnier droit. B. Un virage à droite dérapé qui nécessite une action sur le palonnier gauche. C. Un virage à droite symétrique qui ne nécessite pas d'action sur le palonnier. Ou D. Un virage à gauche symétrique qui ne nécessite pas d'action sur le palonnier. La bonne réponse est la réponse A. Il s'agit d'un virage à droite glissé qui nécessite une action sur le palonnier droit. Voici les différentes situations de vol asymétrique qui peuvent se produire, que ce soit en virage à gauche, en vol rectiligne ou en virage à droite, et que ce soit en dérapage ou en glissade. Ici, si on compare avec l'image qu'on avait précédemment, notre instrument nous indique exactement l'image de tout à droite, c'est-à-dire qu'on est sur un virage à droite en glissade. Pour un virage glissé, le nez de l'avion a tendance à sortir du virage idéal, donc on le force à s'aligner sur sa trajectoire par action sur le palonnier droit, donc du côté de la bille. Question 13. En descente rectiligne uniforme sans moteur, A. La portance et le poids sont directement opposés. B. La traînée et le poids sont directement opposés. C. La composante du poids parallèle à la trajectoire s'oppose à la traînée pour l'équilibrer. Ou D. La composante du poids perpendiculaire à la trajectoire s'oppose à la traînée pour l'équilibrer. La bonne réponse est la réponse C. C'est la composante du poids parallèle à la trajectoire qui s'oppose à la traînée pour l'équilibrer. Il s'agit là encore une fois d'un mouvement rectiligne uniforme où s'applique le principe d'inertie, dont toutes les forces se compensent. Ici, les trois forces qui s'appliquent sont P le poids, Rz la portance, Rx la traînée. Mais on voit que le poids n'est dans l'alignement ni de la portance ni de la traînée. Donc on va décomposer cette force en sa composante Pz et Px. Et là on voit que Px compense Rx, la traînée, Pz compense Rz, la portance. Les forces se compensent donc 2 à 2 sur les axes de référence liés à l'avion. Question 14. Le lacet inverse est dû à A. Une portance plus importante de la demi-aile située à l'intérieur du virage. B. Une traînée plus importante de la demi-aile située à l'intérieur du virage. C. Une traînée plus importante du côté de l'aileron levé que du côté de l'aileron abaissé. Ou D. Une traînée plus importante du côté de l'aileron abaissé que du côté de l'aileron levé. La bonne réponse est la réponse D. Le lacet inverse est dû à une traînée plus importante du côté de l'aileron abaissé que du côté de l'aileron levé. Il existe des effets secondaires à l'inclinaison. Si le nez de l'appareil part à l'extérieur du virage, on va parler de lacet inverse. En rappel, si je pousse le manche à gauche, je vais faire monter l'aileron gauche vers le haut et descendre l'aileron droit. Alors, la portance de l'aile gauche diminue et la portance de l'aile droite augmente.
Ceci provoque une inclinaison de l'avion à gauche. Si je pousse le manche à droite, je vais faire l'inverse, c'est-à-dire faire monter l'aileron droit vers le haut et l'aileron gauche vers le bas. Alors, la portance de l'aile droite va diminuer et la portance de l'aile gauche augmenter. C'est ce qui va provoquer cette fois-ci une inclinaison de l'avion vers la droite. Question 15. La finesse d'un aéronef peut s'exprimer par le rapport de A. Coefficient de traînée sur coefficient de portance, B. Vitesse verticale sur vitesse horizontale, C. La distance parcourue en vol plané sur la hauteur perdue, ou D. La hauteur perdue sur la distance parcourue en vol. La bonne réponse est la réponse C. Il s'agit de la distance parcourue en vol plané sur la hauteur perdue. On rappelle par définition, la finesse c'est donc la distance sur la hauteur. Les autres expressions de finesse peuvent être la portance sur la traînée et non la traînée sur la portance, et enfin le coefficient de portance sur le coefficient de traînée, ou encore la vitesse horizontale sur la vitesse verticale. Question 16. La vitesse de finesse maximum d'un planeur A reste constante quand la charge à l'air augmente, ballastage. B augmente quand la charge à l'air augmente. C augmente quand la charge à l'air diminue. Ou D diminue quand la portance augmente. La bonne réponse est la réponse B. Elle augmente quand la charge à l'air augmente. Question 17. En finale, le braquage des volets de courbure a pour conséquence A. Une augmentation de la portance et une diminution de la traînée. B. Une augmentation de la portance et une augmentation de la traînée. C. Une diminution de la portance et une augmentation de la traînée. Ou D. Une diminution de la portance et une diminution de la traînée. La bonne réponse est la réponse B. Une augmentation de la portance et une augmentation de la traînée. Car le braquage des volets augmente la courbure de l'aile, ce qui entraîne une augmentation du coefficient de portance CZ, et le CX augmente aussi car la surface à l'air est plus grande. Donc on a une augmentation et du coefficient de portance et du coefficient de traînée. Question 18. Le virage d'un ULM pendulaire est commandé A. Par déplacement du centre de gravité du chariot, B. Par traction sur les suspentes, C. Par traction sur le manche, ou D. Par action sur le palonnier. La bonne réponse est la réponse A, c'est par déplacement du centre de gravité du chariot. En image, voici pour ceux qui ne le savent pas, à quoi ressemble un ULM pendulaire, où vous avez effectivement un chariot que l'on peut déplacer de droite à gauche pour s'orienter. Question 19. Le déplacement horizontal d'une montgolfière se fait A. Au gré des vents, B. Grâce à la différence de température entre l'intérieur et l'extérieur de l'enveloppe, C. Grâce à la poussée d'Archimède, ou D. En agissant sur la soupape qui bouge le sommet de l'enveloppe. La bonne réponse est la réponse A. Le déplacement horizontal d'une montgolfière se fait au gré des vents. Et oui, puisqu'une montgolfière n'a pas de dispositif générant la poussée latérale, et donc il ne peut pas se diriger sur le plan horizontal. Question 20. Sur un hélicoptère à assiette nulle, la commande appelée levier de pas collectif permet de modifier l'incidence des pales du rotor. Elle permet ainsi A. De contrôler les mouvements autour de l'axe de lacet, B. De contrôler les mouvements autour de l'axe de tangage, C. De modifier la portance pour le faire avancer ou reculer, ou D. De modifier la portance pour le faire monter ou descendre. La bonne réponse est la réponse D. Elle permet de modifier la portance pour le faire monter ou descendre. Le pas collectif est un dispositif qui modifie l'incidence de toutes les pales à la fois, ce qui lui permet de monter ou de descendre. Partie 3. Cette partie concerne l'étude des aéronefs et des engins spatiaux et elle se compose de 20 questions.
Première question de cette partie numéro 3 des études des aéronefs et des engins spatiaux. Sur cette photographie, on peut apercevoir une aile d'un avion monomoteur. Identifiez les différentes parties de cette aile. Alors, pour cette question, c'est par cœur, c'est du vocabulaire à connaître. Et ici, la seule réponse proposée, la seule association possible est la réponse A, où 1 correspond au bord d'attaque, 2 à l'extrado, 3 sont les ailerons, 4 les volets et 5 le sommeau. Question 2. Sur cette photographie, on aperçoit la structure du fuselage d'un rallye. 1 et 2 correspondent à A. Un longeron, 2 lisses, B. Un lisse, 2 cadres, C. Un nervure, 2 cadres ou D. Un cadre, 2 lisses. La bonne réponse est la réponse D. Le 1 correspond au cadre et 2 aux lisses. Question 3. Identifiez sur cette photographie les différentes parties de cet appareil. Les 3 numéros correspondent à l'association de la réponse C, c'est-à-dire 1, il s'agit de la gouverne de profondeur, 2, il s'agit du plan fixe horizontal et 3, il s'agit de la gouverne de direction. Question 4. Un avion possède des réservoirs de carburant en bout d'aile. Lorsqu'il est au sol, le remplissage de ces réservoirs a pour conséquence A. Une traction de l'intrado et de l'extrado, B. Une compression de l'extrado et une traction de l'intrado, C. Une compression de l'intrado et de l'extrado, ou D. Une traction de l'extrado et une compression de l'intrado. La bonne réponse est la réponse D, sera pour conséquence une traction de l'extrado et une compression de l'intrado. Voici en image des schémas qui représentent les efforts appliqués sur les ailes d'avion, avec la différence entre compression, traction, flexion, cisaillement ou torsion, qu'ils soient au sol ou en l'air. Question 5. L'avion représenté sur la photographie ci-après possède un train A. Classique, B. Tricycle, C. Caréné ou D. Rentrant. La bonne réponse est la réponse B. Il s'agit d'un train tricycle. Pour rappel, ne pas confondre la différence entre le train tricycle et le train classique, où la roulette de queue sur le train classique est à l'arrière, alors que sur le train tricycle, nous avons une roulette de nez à l'avant. Question 6. Durant un cycle de fonctionnement d'un moteur à piston 4 temps, le seul temps qui produit de l'énergie mécanique utile à la propulsion est A. L'admission, B. La compression, C. L'échappement ou D. La combustion détente. La bonne réponse est la réponse D. La combustion détente. Rappelons ici les 4 temps du moteur à piston, sachant qu'à tout moment du fonctionnement moteur, un cylindre quelconque est dans l'un des temps du cycle. Donc chacun des cylindres étant dans un temps différent. Nous avons le premier temps, l'admission, la compression, puis l'explosion détente ou enfin l'échappement. Question 7. L'image suivante représente lequel de ces instruments de radionavigation? A. Un radiocompas, B. Le VOR ILS, C. Le DME ou D. Le GPS. La bonne réponse est la réponse B. Il s'agit du VOR ILS. Question 8. Quand l'horizon artificiel vous indique cette position, votre avion est A. Cabré et incliné à gauche, B. En piqué et incliné à droite, C. En piqué et incliné à gauche ou D. Cabré et incliné à droite. La bonne réponse est la réponse A. Votre avion est cabré puisque le nez montre la couleur bleue et incliné à gauche puisque l'horizon artificiel s'est déplacé de manière à ce que l'aile gauche soit plus proche du sol et l'aile droite plus dans la couleur bleue représentant le ciel. On rappelle ici que pour chaque graduation, on a une correspondance de 10 degrés.
Question 9. En avion, l'action qui permet une rotation autour de l'axe de tangage est A. Un déplacement en avant ou en arrière du manche. B. Un déplacement latéral du manche. C. Une poussée à gauche ou à droite des palonniers. Ou D. Un déplacement latéral du manche et simultanément poussée des palonniers. La bonne réponse est la réponse A. Un déplacement en avant ou en arrière du manche. Question 10. L'âme d'une nervure peut être ajourée dans un réservoir carburant pour A. Servir de barrière anti-flot. B. Laisser passer les éléments de commande. C. Concentrer la masse au point de torsion important. Ou D. Solidifier la nervure afin de garder le profil. La bonne réponse est la réponse A. Servir de barrière anti-flot. Rappel sur le vocabulaire d'une aile d'avion où nous avons les longerons arrière, les volets, les ailerons, saumons, lisses, les nervures, les longerons avant. C'est un vocabulaire qu'il faut absolument connaître. Question 11. Un empennage dit canard. A. Remplace les ailerons. B. Est situé à l'avant de l'avion. C. Est synonyme d'un empennage en V. Ou D. Est situé à l'arrière de l'avion. La bonne réponse est la réponse B. Est situé à l'avant de l'avion. Ça donne une configuration assez particulière des aéronefs dits canards, où l'on voit bien que l'empennage est situé sur l'avant de l'avion. Question 12. Un train classique est constitué de A. Un train principal et une roulette de queue. B. Un train principal et une roulette de nez. C. Un train monotrace et 2 balancines. D. Un diabolo avant et 2 roulettes arrière. La bonne réponse est la réponse A. Un train principal et une roulette de queue. À l'inverse du train tricycle, qui lui va avoir un train principal et une roulette de nez. Question 13. Pour un avion en bois et toile moderne, A. Seules les ailes sont en bois recouvertes de toile. B. Les longerons d'ailes sont en bois et les nervures en alliage d'aluminium. C. Toute la structure est en bois recouvert de toile. Ou D. Le fuselage est en bois entoilé et l'aile en alliage métallique. La bonne réponse est la réponse C. Toute la structure est en bois recouvert de toile. Question 14. Pour effectuer une rotation autour de l'axe de roulis, le pilote doit A. Modifier la profondeur à l'aide du compensateur. B. Déplacer le manche en avant ou en arrière. C. Déplacer le manche à gauche ou à droite. Ou D. Actionner le palonnier. La bonne réponse est la réponse C. Il doit déplacer le manche à gauche ou à droite. Rappelons les 3 axes de rotation de l'avion. Sur l'axe Z, l'axe des lacets, pour tourner autour de cet axe, il faut actionner la gouverne de direction, c'est-à-dire le palonnier. Pour l'axe X, l'axe des roulis, il faut actionner les ailerons, donc au niveau du manche. Et enfin, pour l'axe de tangage, représenté par la droite Y, le tangage doit être actionné par la gouverne de profondeur, c'est-à-dire en jouant sur le manche, mais cette fois-ci d'avant en arrière. Question 15. Cet instrument, aux erreurs près, mesure A. La vitesse de l'aéronef par rapport à l'air. B. La vitesse de l'aéronef par rapport au sol. C. La vitesse verticale d'un aéronef. Ou D. La vitesse absolue d'un aéronef. La bonne réponse est la réponse A. La vitesse de l'aéronef par rapport à l'air. On peut remarquer aussi qu'au centre de l'instrument, le nom de l'instrument est indiqué en anglais et qu'il y a marqué airspeed. Question 16. L'anémomètre est un instrument qui mesure A. La pression totale uniquement grâce à la sonde pitot. B. La pression statique uniquement grâce au capteur de pression présent sur le fuselage. C. La pression dynamique à partir des pressions totales et statiques. Ou D. La vitesse verticale de l'avion. La bonne réponse est la réponse C. L'anémomètre
mesure la pression dynamique à partir des pressions totales et statiques. Voici un schéma du fonctionnement de l'anémomètre où vous avez donc la prise de pression totale notée PT, la prise de pression statique notée PS, le tout qui va arriver dans un boîtier étanche composé d'une capsule anémométrique et enfin un mécanisme d'amplification et de transmission des déformations de la capsule. Question 17. Laquelle de ces ailes confère le plus de stabilité à l'avion? Le dièdre négatif, le monoplan aile basse, le dièdre positif. La bonne réponse est la réponse D. Il s'agit de l'aile numéro 3 du dièdre positif. Par définition, le dièdre, c'est l'angle entre le plan de l'aile et le plan horizontal. La 1 est un dièdre négatif, la 2 un dièdre nul et la 3 un dièdre positif. Question 18. Dans un turbopropulseur, l'air suit le trajet suivant. A. Échappement, turbine, chambre de combustion, compresseur. B. Compresseur, chambre de combustion, turbine, échappement. C. Turbine, compresseur, chambre de combustion, échappement. Ou D. Compresseur, échappement, chambre de combustion et turbine. La bonne réponse est la réponse B. L'air suit le trajet compresseur, puis chambre de combustion, puis turbine, puis échappement. Pour vous aider à retenir, voici un schéma vu en coupe d'un turbopropulseur où systématiquement le vocabulaire en français est indiqué en noir et le vocabulaire en anglais est indiqué en rouge. L'entrée d'air se situe à gauche de l'image au niveau des hélices et la sortie d'air au niveau des gaz chauds tout à droite. Question 19. Un autogire A est un petit hélicoptère, B est un drone, C peut décoller verticalement et effectuer un vol stationnaire, D est équipé d'une hélice entraînée par le moteur et d'un rotor entraîné par le vent relatif. La bonne réponse est la réponse D. Un autogire est équipé d'une hélice entraînée par le moteur et d'un rotor entraîné par le vent relatif. Pour ceux qui en doutent, voici un autogire en image. Pour finir cette partie numéro 3, voici la 20e question. Le rotor anti-coupe de l'hélicoptère permet de contrôler A. La rotation autour de l'axe de lacet, B. La rotation autour de l'axe de tangage, C. La rotation autour de l'axe de roulis ou D. La vitesse ascensionnelle. La bonne réponse est la réponse A. Le rotor anti-coupe de l'hélicoptère permet de contrôler la rotation autour de l'axe de lacet. Rappelons ici avec un schéma le vocabulaire à connaître autour de l'hélicoptère. Et nous voyons en haut à gauche de l'image le rotor anti-couple. Partie 4. Navigation, réglementation, sécurité des vols. Cette partie comporte 20 questions. Première question de cette 4e partie. À votre arrivée à Nice-Côte d'Azur, le responsable communication de l'aéroport vous indique que cette plateforme dispose des 2 pistes désignées 22L et 22R. Vous comprenez que la piste 22L est A. La piste utilisée pour les avions lents. La 22R, celle utilisée pour les avions rapides. B. Réservée aux avions légers et la 22R est renforcée pour les avions lourds. C. Est à droite de la piste 22R ou D. Est à gauche de la piste 22R. La bonne réponse est la réponse D. Elle est à gauche de la piste 22R. On rappelle qu'en anglais, L pour left, R pour right. Question 2. Une piste dont l'orientation magnétique est 0,43 sera numérotée A 43, B 45, C 0,4 ou D 0,5. La bonne réponse est la réponse C 0,4. Alors, pourquoi 0,4? Parce que le 0,43,
signifie qu'on est sur une orientation magnétique de 43 degrés, mais on va l'arrondir à 40 parce que le chiffre des unités est inférieur à 5. Donc on arrondit en dessous. Ensuite, on ne garde que les deux premiers chiffres, soit le 0 et le 4. Donc on a bien, pour l'orientation magnétique 0,43, la numérotation 0,4. Question 3. Le contrôleur aérien en charge de la visite dans la tour vous présente la carte VAC de l'aéroport, document numéro 1. Cette carte correspond aux procédures de décollage et d'atterrissage. A. À vue. B. Aux instruments. C. Pour les avions et planeurs. Ou D. Uniquement pour les hélicoptères. La bonne réponse est la réponse A. C'est pour les vols à vue. Parce que par définition, une carte VAC est une carte d'approche et d'atterrissage à vue. Question 4. Souhaitant vous questionner sur vos connaissances, le contrôleur aérien vous demande à quoi correspond l'indication VAR 2°E figurant dans le coin en haut à droite de la carte VAC du document numéro 1. Vous répondez A. La déviation magnétique. B. La déclinaison magnétique. C. La diffraction magnétique. Ou D. La réfraction magnétique. La bonne réponse est la réponse B. Il s'agit de la déclinaison magnétique. Question 5. Sur la carte VAC, vous pouvez identifier les coordonnées en latitude et longitude de l'aéroport. La latitude de 43 degrés 39 minutes et 55 secondes nord est relevée par rapport A. Au méridien de Greenwich, B. À l'équateur, C. Au pôle Nord ou D. Au tropique du Cancer. La bonne réponse est la réponse B. Elles sont relevées par rapport à l'équateur. Question 6. Le code OACI de l'aéroport de Nice-Côte d'Azur est indiqué sur la carte VAC du document 1. Il s'agit de LFMN. L'OACI est un organisme chargé d'établir le cadre réglementaire de la sécurité de l'aviation civile. A. Uniquement au niveau de la France. B. Sous la responsabilité du ministère des Transports. C. Au niveau mondial. Ou D. En Europe uniquement. La bonne réponse est la réponse C. C'est au niveau mondial. Question 7. Après la visite de la tour de contrôle, on vous équipe d'un gilet jaune pour vous permettre de vous rendre sur les parkings. Vous assistez au chargement des bagages dans un A319. Le pilote vient à votre rencontre. Il vient de terminer sa visite pré-vol. A. Normal. Nous sommes le lundi et cette visite doit s'effectuer tous les lundis. B. Comme pour tous les aéronefs petits ou grands, cette visite est obligatoire avant chaque vol. C. Pour les avions de ligne, cette visite peut également être réalisée par les stewards. Ou D. Cette visite n'est pas systématique, mais le pilote a voulu vous faire plaisir en la réalisant devant votre classe. La bonne réponse est la réponse B. Comme pour tout aéronef, petit ou grand, cette visite est obligatoire avant chaque vol. Question 8. Le pilote vous explique ensuite que son vol est à destination de l'aéroport de Lesquin, soit une distance mesurée de 83 cm sur une carte aéronautique au 1 millionième. La distance réelle entre Nice et Lesquin est donc de A. 83 km, B. 83 nautiques, C. 830 km ou D. 830 nautiques. La bonne réponse est la réponse C. On est à 830 km. Il s'agit d'un calcul simple à faire grâce à l'échelle de la carte. L'échelle étant le rapport de la distance lue sur la carte sur la distance réelle sur la Terre. Sur une carte aéronautique au 1 millionième, une distance mesurée de 83 cm correspond à 83 divisé par la fraction 1 sur 1 million. Donc on obtient du 83 millions de centimètres, soit 830 km. Question 9. Votre vol VFR vous amène à traverser une TMA de classe D. A. Une zone non contrôlée. B. Une zone contrôlée qui nécessite une clairance.
C. C'est une zone contrôlée qui ne nécessite jamais de clairance. Ou D. C'est une zone interdite au vol en VFR. La bonne réponse est la réponse B. C'est une zone contrôlée qui nécessite une clairance. Ce tableau représente les différentes classes qu'il faut connaître de A à G et nous étions dans la situation d'une classe D et la classe D effectivement est un espace au statut contrôlé mais qui nécessite une clairance. Question 10. La route géographique ou route vraie sur la première branche est de 330 degrés. La déclinaison magnétique est de 2 degrés est. Votre route magnétique est de A 330 degrés, B 328 degrés, C 332 degrés ou D 32 degrés. La bonne réponse est la réponse B. Votre route magnétique sera de 328 degrés. Donc, ce qu'il faut savoir, c'est que la déclinaison magnétique, on ne va pas la traiter de la même façon si elle est d'est ou si elle est d'ouest. Donc, si elle est de l'est, on va soustraire cette valeur à notre route. Donc, on va avoir ici 330 moins les 2 degrés, donc 328. Alors qu'au contraire, si c'est une déclinaison magnétique ouest, on va l'additionner de manière à avoir une route magnétique correcte et on aurait eu 332 degrés. Question 11. Sur la branche suivante, vous devez suivre une route magnétique aux 350 degrés. Votre avion a une vitesse propre de 120 nœuds. Le vent vient du 20 degrés pour 20 nœuds. Pour rester sur votre route, vous devez suivre un cap magnétique de A 330 degrés, B 345 degrés, C 350 degrés ou D 355 degrés. La bonne réponse est la réponse D. Il faut suivre un cap magnétique de 355 degrés. Pour être sûr de votre réponse au jour de l'examen, n'hésitez pas, sur votre brouillon, à réaliser ce schéma. Votre avion doit suivre donc la route magnétique de 350 degrés, mais il va subir du vent de 20 nœuds venant de 20 degrés. Donc, il va forcément être dévié, il va subir une dérive gauche, il va être dévié sur sa gauche. Et si on ne rectifie pas la trajectoire de l'avion, il n'ira pas au bon endroit. Pour contrer cette dérive, on va devoir lui faire suivre la route magnétique 355 degrés, qui était ici la seule réponse proposée au-dessus de 350 degrés. Question 12. Des nuages vous obligent à descendre à 3000 pieds QNH. Le relief sur votre route est de 2700 pieds. A. Vous continuez, votre altitude est suffisante pour passer. B. Vous montez dans les nuages le temps de passer le relief en toute sécurité. C. Vous contournez pour respecter une hauteur de survol de 1000 pieds minimum imposée par la réglementation. Ou D. Vous contournez pour respecter une hauteur de survol de 500 pieds minimum imposée par la réglementation. La bonne réponse est la réponse D. Vous contournez pour respecter une hauteur de survol de 500 pieds minimum imposée par la réglementation. Question 13. Le transpondeur qui équipe votre avion permet d'identifier et de suivre le vol à l'aide d'un radar au sol. B. D'effectuer un vol sans visibilité. C. La pratique du VFR en haute altitude. Ou D. De recevoir des informations météo en vol, voltmètre. La bonne réponse est la réponse A. Il permet d'identifier et de suivre un vol à l'aide d'un radar au sol. Question 14. L'augmentation d'altitude peut entraîner un risque d'hypoxie. C. A. Une absorption d'oxygène pur en trop grande quantité entraînant des malaises. B. Un manque de pression de l'oxygène absorbé entraînant des altérations de la mémoire, du jugement et de l'attention. C. Un manque de sucre dans le sang entraînant des malaises. Ou D. Une baisse de tension. La bonne réponse est la réponse B. C'est un manque de pression de l'oxygène absorbé entraînant des altérations de la mémoire, du jugement et de l'attention. Par définition, l'hypoxie, c'est une diminution de la quantité d'oxygène
que le sang distribue au tissu. Question 15. En arrivant au sud de Lyon, vous constatez qu'il y a sur votre route une zone notée P18. C'est une zone A. Dangereuse, B. Interdite, C. Réglementée ou D. Sans objet pour les vols VFR. La bonne réponse est la réponse B. Une zone notée P18 est une zone interdite et ça c'est vraiment à savoir. Question 16. Vous décidez de terminer votre navigation en cheminement. C'est une méthode qui consiste à suivre A. Des repères caractéristiques au sol, B. Les chemins, C. Les indications du GPS ou D. La direction indiquée par le VOR. La bonne réponse est la réponse A. Des repères caractéristiques au sol. Question 17. Votre aéronef vole à la vitesse de 120 nœuds. Vous êtes à 12 nautiques du terrain d'arrivée. Vous estimez votre arrivée dans A. 30 minutes, B. 11 minutes, C. 6 minutes ou D. 4 minutes. La bonne réponse est la réponse C. On estime son arrivée dans 6 minutes. Calculons. L'avion a donc une vitesse de 120 nœuds et une distance de 12 nautiques à parcourir. On utilise la vitesse égale la distance divisée par la durée. Si la vitesse est en nœuds et que la distance est en nautiques, alors la durée est en heures. On peut donc faire directement l'application numérique sur une feuille de brouillon. On se retrouve avec 12 divisé par 120, donc 0,10 heures. Comme une heure contient 60 minutes, 0,10 heures, c'est environ 6 minutes. Question 18. À l'arrivée à Lyon-Bronn, vous constatez un vent du nord de 15 nœuds. La piste étant orientée 16-34, l'atterrissage se fera A. Piste 34, B. Piste 16, C. Sur la piste préférentielle indiquée sur la carte ou D. Sur un autre terrain. La bonne réponse est la réponse A. Sur la piste 34. Alors, 34 signifie piste d'orientation magnétique 340. 16 signifie piste d'orientation magnétique 160 et l'atterrissage s'effectue face au vent, donc on va privilégier la piste 34 à la piste 16 car le vent du nord est un vent venant de l'orientation 360. Question 19. Le vol VFR est A. Un vol effectué dans des conditions de vol à vue, B. Un vol effectué dans des conditions de vol aux instruments, C. Un vol de type commercial ou D. Un vol limité autour de piste. La bonne réponse est la réponse A. Un vol VFR est un vol effectué dans les conditions de vol à vue. On rappelle également la signification de VFR qui vient directement de l'anglais. Dernière question de cette quatrième partie, question 20. Sur une carte au 1/500 millième, une distance mesurée de 10 cm correspond à une distance réelle de 50 km, 5 km, 15 km ou 150 km. La bonne réponse est la réponse A, 50 km. Plus d'erreurs sur les échelles. L'échelle, c'est toujours la distance lue sur la carte, donc mesurée sur votre carte, divisée par la distance réelle sur la Terre. Si votre carte aéronautique est au 1/500 millième, ça veut dire que 1 cm sur la carte représente 500 000 cm, donc 5 km, sur la Terre. Ici, on mesure une distance sur la carte de 10 cm. Donc on va avoir une équivalence en distance sur Terre de 50 km. Cinquième et dernière partie de cette annale de BIA concernant l'histoire et culture de l'aéronautique et du spatial. Cette partie comporte également 20 questions. Première question de cette dernière partie. Donc on attribue aux Chinois l'invention d'un engin volant plus lourd que l'air, qui est A. La lanterne céleste, B. Le cerf-volant, C. Le ballon dirigeable ou D. Le ballon à gaz. La bonne réponse est la réponse B. Il s'agit du cerf-volant. Question 2. Léonard de Vinci a envisagé un modèle de parachute. A.
composé d'une voilure tournante et en plume d'oiseau. B. En forme de tente à face rectangulaire ou triangulaire. C. Comportant 4 vis d'Archimède. D. De forme hémisphérique. La bonne réponse est la réponse B, en forme de tente à face rectangulaire ou triangulaire. Question 3. La première ascension à ballon gonflé à l'air chaud en 1783 est effectuée par A. Clément Ader, B. Charles Lindbergh, C. Pilâtre de Rosiers et le marquis d'Arlandes ou D. Gaston Tissandier. La bonne réponse est la réponse C. Il s'agit de Pilâtre de Rosiers et le marquis d'Arlandes. Question 4. À la fin du XIXe siècle, le pionnier du vol plané, qui est à l'origine de nombreuses expériences en situation réelle, est A. Orville Wright, B. Wilbur Wright, C. Louis Berlioz, D. Otto Lilienthal. La bonne réponse est la réponse D. Otto Lilienthal. Question 5. En 1901, Santos Dumont effectue une démonstration de navigation aérienne. Son exploit consiste à A. Contourner la tour Eiffel en ballon dirigeable, B. Faire le tour de Paris avec un ballon à air chaud, C. Parcourir une distance de 10 km contre le vent en ballon dirigeable, ou D. Rejoindre son aire d'envol après un vol de 24 heures en ballon. La bonne réponse est la réponse A. Contourner la tour Eiffel en ballon dirigeable. Question 6. En 1910, Henri Fabre est le premier à décoller à bord d'un A. Bimoteur, B. Hydravion, C. Planeur ou D. Autogire. La bonne réponse est la réponse B. En hydravion. Question 7. Il y a 100 ans, en 1920, toute jeune brevetée, Renée Caudron l'engage et en fait la première femme pilote d'essai. Elle passe à la postérité pour avoir vaincu la Cordillère des Andes un an plus tard. Elle s'appelait A. Hélène Boucher, B. Maryse Hilst, C. Adrienne Bolland ou D. Jacqueline Auriol. La bonne réponse est la réponse C. Il s'agit d'Adrienne Bolland. Question 8. En 1907, Paul Cornu décolle avec un engin de son invention. Est-ce un A. Autogire, B. Dirigeable, C. Hélicoptère ou D. Hydroptère? La bonne réponse est la réponse C. Il s'agit d'un hélicoptère. Question 9. Le meilleur avion de chasse de la Première Guerre mondiale fut le A. Caudron G3, B. Spitfire, C. Spad 13 ou D. Blériot 11. La bonne réponse est la réponse C. Le Spad 13. Question 10. L'autogire a été inventé par un jeune ingénieur. C'était A. Louis Breguet, B. Juan de la Cierva, C. Ernest Henkel ou D. Serge Dassault. La bonne réponse est la réponse B. Il s'agit de Juan de la Cierva. Question 11. Un peu avant la Première Guerre mondiale, l'ingénieur Raoul Badin se rend célèbre pour une invention concernant A. Un instrument de bord destiné à mesurer la vitesse de l'aéronef par rapport à l'air dans lequel il évolue. B. Le tir à travers l'hélice sans heurter les pales. C. La disposition en étoile des cylindres d'un moteur. Ou D. Le siège éjectable. Il s'est rendu célèbre pour un instrument de bord destiné à mesurer la vitesse de l'aéronef par rapport à l'air dans lequel il évolue. Question 12. Le pilote de chasse qui détient le plus grand nombre de victoires confirmées en 1914-1918 s'appelle A. Pierre Klostermann, B. René Fonck, C. Georges Guynemer ou D. Manfred von Richthofen. La bonne réponse est la réponse D. Il s'agit de Manfred von Richthofen. Question 13. Le constructeur français impliqué dans la création de l'aéropostale pour établir une ligne aérienne entre la France et l'Amérique du Sud s'appelait A. Louis Blériot, B. Marcel Dassault,
C. Pierre-Georges Latécoère ou D. Claude Dornier? La bonne réponse est la réponse C. Pierre-Georges Latécoère. Question 14. Dans les années 1930, en France, un plan d'eau a servi de base aux hydravions pour les traversées de l'Atlantique, devenant ainsi un aéroport international. C. A. Le lac de Biscarrosse. B. Le lac du Bourget. C. L'étang de Berre. Ou D. L'étang de Thau. La bonne réponse est la réponse A. Le lac de Biscarrosse. Question 15. L'aéropostale fut à l'origine de la création d'une grande compagnie aérienne en 1933. Elle s'appelait A. Air Inter, B. Air France, C. Air Atlantique, D. Air Littoral. La bonne réponse est la réponse B. Il s'agit d'Air France. Question 16. Amelia Earhart, pilote américaine, reste célèbre pour avoir été la première femme seule aux commandes de son avion. A. Franchir la cordillère des Andes. B. Traverser la Méditerranée. C. Survoler le pôle Nord. Ou D. Traverser l'océan Atlantique. La bonne réponse est la réponse D. C'est la première femme seule aux commandes de son avion à traverser l'océan Atlantique. Question 17. Entre les deux guerres mondiales, le régime nazi fait voler sur tous les continents un aéronef à des fins de propagande. Il s'agit d'un A. Chasseur Messerschmitt Bf 109, B. Dirigeable type Zeppelin, C. Ballon de 25 000 m3 gonflé à l'hélium, ou D. Avion sans pilote appelé V1. La bonne réponse est la réponse B. Il s'agit du dirigeable de type Zeppelin. Question 18. Lors de la Seconde Guerre mondiale, un chasseur à réaction est pour la première fois engagé en combat aérien. Il s'agit A. du Junker Ju-88, B. le FW-190, C. le ME-262 ou D. le DO-335. La bonne réponse est la réponse C, c'est le Messerschmitt ME-262. Question 19. À l'issue de la Seconde Guerre mondiale, les Américains ont employé des ingénieurs allemands ayant conçu le missile balistique V2 afin de mener à bien leur programme spatial. C'est le cas de A. Werner von Braun, B. Willy Messerschmitt, C. Helmut Grobtop ou D. Robert Lusser. La bonne réponse est la réponse A. Werner von Braun. Dernière question de cette 5e partie. Le premier homme qui effectua une orbite complète dans l'espace en 1961 fut A. l'Américain Neil Armstrong du programme Apollo, B. l'Américain Alan Shepard, programme Mercury, C. le Soviétique Yuri Gagarin, programme Vostok, ou l'Américain John Glenn du programme Mercury. La bonne réponse est la réponse C. Il s'agit du Soviétique Yuri Gagarin du programme Vostok.